Alors nous sommes avec Patrice Favaro, toujours dans le cadre du Salon du livre jeunesse de Digne-les-Bains, dans le cadre du festival Sciences Métis. Alors Patrice, vous êtes un auteur. Oui. Vous écrivez toutes sortes de propositions en fait, hein, des romans, des livres effectivement plus pour la jeunesse, petite enfance, mais aussi pour les plus grands. Et vous avez déjà à votre palmarès une quarantaine de livres. Oui, une quarantaine de livres, parce que bon, en jeunesse, il y a aussi des livres très courts. Mais c'est vrai que j'aime bien toucher un peu à tout, quoi. J'aime bien, comment dire, c'est un des plaisirs aussi, quand on écrit et qu'on raconte des histoires, on vit des vies différentes, hein, à travers les personnages. Et en même temps, moi j'aime bien changer de registre. Je trouve que c'est quelque chose à la fois de stimulant, d'enrichissant, d'écrire pour les plus petits, d'écrire pour les ados, d'écrire des romans, d'écrire des nouvelles, des pièces de théâtre, ou justement d'écrire quelque chose qui est repris par quelqu'un d'autre, notamment quand on travaille avec un illustrateur ou une illustratrice. Alors comment ça se passe justement cette relation, ce rapport entre l'auteur et l'illustrateur? Est-ce qu'il faut avoir une grande complicité? Faut se Dans connaître... 95% des cas, ça ne se passe pas. C'est-à-dire que c'est un travail que l'éditeur fait. Moi, pour une grande partie de mes livres, je n'ai jamais vu ni même rencontré des illustrateurs qui travaillent sur mes textes. Ah, et ça, c'est un constat, c'est-à-dire que forcément ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça, c'est l'usage général, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un texte et ensuite l'éditeur, par rapport à ce texte, va sélectionner un illustrateur ou une illustratrice, d'ailleurs le plus souvent une illustratrice, pour travailler sur ce texte-là. C'est un petit peu le travail de l'éditeur, ce qui fait que amener un projet commun avec auteur et illustrateur et illustratrice, c'est assez difficile à imposer, quoi. Alors moi j'ai la chance et la malchance, la chance de pouvoir travailler aussi avec mon épouse Françoise Malaval, mais la malchance parce qu'on a quand même de grandes difficultés à imposer ou du moins à convaincre avec une proposition double qui consiste à avoir l'auteur et l'illustrateur qui ont travaillé ensemble en amont. Moi je trouve ça, comment dirais-je, pour moi c'est essentiel, non pas d'avoir un droit de regard sur ce que fait l'illustrateur, mais de pouvoir de temps en temps faire un travail commun, c'est-à-dire le mener parallèlement et intervenir sur l'élaboration avec l'illustrateur, qui parfois aussi fait la même chose, parce qu'il y a des choses qui sont redondantes souvent dans les albums. Le texte dit une chose, l'image dit la même, donc aucun intérêt. Ouais. Donc, mais ça, c'est extrêmement difficile à imposer, quoi. Oui, alors donc ça veut dire que vous avez des surprises. Alors peut-être parfois des bonnes surprises, parfois, parce que oui. L'illustrateur peut effectivement apporter une vision que vous n'auriez pas eue au départ. Tout à fait, oui. Et puis peut-être des fois l'impression que votre texte est peut-être pas trahi, mais en tout cas dénaturé. C'est pas une question de trahison, parce qu'on ne peut pas être trahi dans le sens où le texte est le texte et l'illustrateur va se l'approprier ou pas. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on est souvent soumis à quelque chose de différent dans les rythmes de travail. Les illustrateurs, donc, souvent interviennent de manière, on va dire, un petit peu plus à la commande. C'est-à-dire, c'est pas leur projet initial. Donc c'est un travail de commande, ils sont soumis à des conditions économiques aussi qui sont assez difficiles parce que c'est une question de temps, etc. Et souvent, à mon sens, c'est un petit peu vite fait, quoi. Ce qui fait que très souvent, moi, les mauvaises surprises, c'est quand je vois que l'illustrateur ne connaît pas du tout le sujet, quoi. J'ai eu une très mauvaise surprise comme ça, j'ai fait un album qui se passe en Inde du Sud. Et alors que j'ai donné toutes les indications, j'ai même fourni les crayonnés, des photos, etc., de voir apparaître sur le livre, quand il est sorti chez l'imprimeur, ça se passe en Inde, et toutes les annonces, les panneaux, etc., qui étaient faits en hindi au lieu d'être faits en tamil. Oui, donc là c'était effectivement une méconnaissance. C'était une méconnaissance totale du lieu, des habitudes, etc. Alors je dirais qu'Internet en plus favorise énormément cette méconnaissance, quoi, cette superficialité du sujet, quoi.
Donc on est quand même en face d'une réalité qui est une réalité économique qui rend compliquée la création, mais qui rend aussi compliquée de plus en plus l'existence de salons du livre, l'existence de manifestations culturelles autour du livre. Donc vous qui avez une expérience dans ce domaine-là, un certain recul, quelle évolution vous voyez ? C'est difficile de répondre rapidement à cette question. D'abord, il y a un choix politique qui est fait, qui consiste à dire que la culture, c'est quelque chose de superflu, c'est quelque chose qui n'est pas prioritaire. Ça, c'est une évidence, on l'a vu, et quel que soit le parti dominant, aujourd'hui, on voit bien que c'est quelque chose de tout à fait subalterne. Donc, c'est une vision à court terme, c'est une vision extrêmement dangereuse, c'est une vision qui consiste à mettre à l'écart justement des gens qui travaillent sur c'est un travail. La culture, c'est quelque chose qui doit être remis en question constamment. Parce que pourquoi on le voit bien avec l'enfance? Parce que vous avez chaque année une nouvelle tranche d'âge qui arrive. Et on ne peut pas dire, ça y est, le travail est fait. Le travail, il est constant. Il est constant. J'ai travaillé pendant 15 ans sur la ville d'Aubagne, où il y a un très gros salon du livre, qui est une sorte de vitrine. Le salon du livre est on le conserve, mais on a balayé d'un revers de main tout le travail de fond qui était fait depuis des années, qui consistait à aller dans les collèges, à aller dans les écoles et initier tous ces enfants au travail d'expression, s'exprimer, se découvrir soi-même, découvrir les autres. Et tout ça, c'est balayé d'un revers de main puisque les budgets ne sont plus du tout attribués à ce type de manifestation. On est passé d'une société où la culture avait un sens à une société où on a remplacé tout simplement la culture par la communication. Alors, il y a un élément qui nous paraît aussi essentiel à nous, et c'est pour ça qu'on a mis en place ce festival Sciences Métis, c'est de dire que toutes les cultures, quelles qu'elles soient, ont contribué, ont apporté leur pierre à l'édifice humain. La connaissance, c'est la somme de ce qui a été découvert par l'humanité dans toutes ses réalités géographiques, culturelles, etc. Et cette idée d'ouverture justement des jeunes sur le monde, on la retrouve dans cette collection Terre Insolite, et avec cet exemple de travail que vous avez pu faire, Ombre et Petite Lumière, qui est une découverte de l'Inde. C'est une découverte de l'Inde du Sud, et en particulier justement c'est une très jolie collection où on va retrouver des explorateurs, des ethnologues, un certain nombre de personnes qui connaissent bien un endroit précis du monde et qui ont envie de le faire partager. Là, il s'agit de l'Inde du Sud, et il s'agit d'un élément extrêmement culturel, extrêmement fort, puisque c'est une rencontre que nous avons faite et que j'ai romancée, et qui était illustrée par Françoise Malaval aussi. C'est une rencontre avec les derniers montreurs d'ombre de l'Inde du Sud, qui représente quelque chose d'essentiel pour l'Inde du Sud. C'est un des deux grands poèmes épiques, c'est un peu comme nous avons l'Iliade et l'Odyssée. En Inde, on a le Mahabharata et le Ramayana, et donc ces montreurs d'ombre représentent pendant 21 nuits du coucher de soleil à l'aube. Ils vont représenter toute l'histoire du prince Rama qui est exilé dans la forêt avec son épouse Sita et son frère Lakshmana, et qui va affronter des tas de dangers. C'est très 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 romanesque, très épique, etc. Et c'est vraiment l'expression d'une culture ancestrale, et en même temps on a essayé de montrer comment elle pouvait s'insérer dans l'Inde d'aujourd'hui aussi. Quel est ce rapport dynamique entre finalement la science, l'invention, la création et ce substrat sur lequel on s'appuie, qui est la tradition. Et ça nous parle à nous. Et ça nous parle à nous de façon très, 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 très curieuse, parce qu'on va retrouver un certain nombre de choses qui sont totalement communes. Ce sont des cultures qui, en apparence, peuvent paraître totalement différentes, notamment les gens qui ont pu aller en Inde sont tous surpris, etc. Mais si on va au fond des choses, on se rend compte que les bases
sont non seulement universelles, mais en particulier elles sont partagées parce qu'on a des traditions qui sont tout à fait très voisines, très voisines en fin de compte, en dehors de l'aspect, on va dire, folklorique qui nous en éloigne. Et c'est ça qu'on avait envie de faire partager. Alors là, ça s'adresse plutôt à un public à partir de 10 ans? Voilà, 10-12 ans. 10-12 ans pour leur faire goûter un petit peu quelque chose de différent. Donc c'est une collection où il y a à la fois un texte qui est une fiction, mais qui doit être enraciné vraiment dans des éléments de réalité très précis. Et le livre dans cette collection se termine toujours par un petit volet documentaire qui permet de donner le contexte et donc d'expliquer un certain nombre de choses. Et l'intention, aussi bien pour l'éditeur François Béger que pour tous ceux qui participent à cette collection, c'est de donner le goût de l'autre, en fin de compte, hein, voilà, de découvrir l'autre. Alors là, on est sur la forme d'un roman illustré. Tout à fait. Mais on a d'autres types, évidemment, de production. Par exemple, celui-ci, La fin de l'ogre. Alors là, si on cherche à l'ouvrir, on n'y arrive pas. Hein. Il y a un petit onglet là qui permet de sortir différents livrets. Et en fait, on va les retrouver ici. On a donc 9 petits livres à l'intérieur. Pas vraiment, non. On a un album qui est un album traditionnel avec une reliure souple pour pouvoir rentrer dans ce petit casier. Et en même temps, on va avoir 9 images qui racontent l'histoire. Mais ces images ont la particularité, si on les assemble les unes avec les autres, finalement les 9 images vont reconstituer un tableau entier. Alors on peut le lire, on peut jouer de différentes façons, c'est-à-dire on peut s'amuser à lire l'album. Sur chaque page de l'album, il y a un petit détail qui donne une référence sur une des planches. Donc on peut s'amuser comme ça. On peut s'amuser à simplement comme un puzzle, à essayer de retrouver les différents raccords qui permettent de constituer l'image. Et on peut s'amuser avec de différentes façons comme ça. On peut raconter l'histoire aussi à partir des images. Ce qui nous avait intéressé, nous, c'était, Françoise et moi, nous avons fait ce livre donc en commun après un voyage en Thaïlande où on s'est beaucoup intéressé aux peintures. Notamment aux peintures qui sont dans les temples en Thaïlande, c'est une tradition très vivante. Et ce qui nous avait intéressé, c'était à la fois de voir que souvent l'histoire était racontée dans une seule et même image, ce qui est complètement différent de notre tradition. Donc il y a une seule image, et dans cette image, il y a toutes les petites scènes sont incluses. Ce qui fait que les héros, par exemple, on les retrouve 5, 6, 10 fois dans la même image, mais dans des situations différentes. Et ce qui nous avait ce qu'on a beaucoup apprécié, ce qui nous a interpellé, c'est aussi le fait que les personnages principaux sont très typés, mais les personnages secondaires, c'est vraiment la grande liberté de l'artiste à chaque fois. Et à chaque époque, en Thaïlande, les artistes ont représenté ce qu'ils voyaient dans leur vie quotidienne. Alors il y a des tas de petits détails très amusants, un petit bosquet où il y a un couple d'amoureux qui s'enlacent, etc. Et donc Françoise, dans son travail d'illustratrice, a fait aussi la même chose, c'est-à-dire elle a représenté les personnages principaux. C'est un conte. C'est un conte éthique sur l'usage du pouvoir. Et en même temps, elle a représenté en quelque sorte son carnet de voyage en Thaïlande, en représentant avec les personnages secondaires ce qu'elle a pu voir, les petites boutiques ambulantes pour la nourriture, etc. D'autres choses qui sont beaucoup moins sympathiques aussi, puisque bon, on sait ce qui se passe en Thaïlande et on sait que certains Occidentaux y vont pour des intentions qui sont tout sauf culturelles, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. Et donc elle a représenté tout ça, quoi. Donc c'était cet ensemble de choses. Et moi j'ai essayé d'adapter ce conte traditionnel. C'est un conte qui est issu de la tradition des Jataka. Il y a 550 contes répertoriés du bouddhisme, mais qui sont des contes non religieux, qui sont des contes éthiques sur la façon d'être les uns avec les autres. Et là, c'est sur l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire que, en quelque sorte, le message qui passe dans ce conte, c'est comment peut-on prétendre diriger l'ensemble des autres si on n'est pas capable d'avoir le propre contrôle sur son propre être soi-même. C'est-à-dire, si je ne me maîtrise pas, comment puis-je prétendre à diriger les autres? Oui, donc ça ouvre effectivement des réflexions qui peuvent être partagées
avec les plus jeunes. Tout à fait. D'autant plus qu'en fait, ça constitue un outil pédagogique. Tout à fait, bien sûr. On peut utiliser ces tableaux, on peut les assembler, on peut les réassembler. Ouais. On peut redécouvrir l'histoire à travers ces tableaux. À la limite, on peut même inventer une autre histoire. Tout à fait. C'est ce que je fais souvent, moi, quand je raconte cette histoire. J'ai des variations par rapport à cette histoire. Quand je m'appuie uniquement sur les 9 planches, je donne un certain nombre de variations. Et j'ai notamment travaillé, parce qu'il m'arrive assez souvent d'aller dans le domaine scolaire pour travailler. Et une opération qui était très intéressante, ça consistait aussi à regarder tous ces petits personnages secondaires et à imaginer leurs histoires. Et ça a très très bien fonctionné avec les plus jeunes, ça fonctionnait très très bien. Alors pour les plus âgés, les plus âgés des jeunes, mais aussi les adultes. Moi j'aime bien la notion de tout public. Je trouve qu'il y a des livres tout public, voilà. Et là on a une forme de science-fiction, d'anticipation, mais qui nous ramène au quotidien. Parce qu'en fait, c'est aujourd'hui que ça se passe, même si ce sont des questions, des angoisses, des inquiétudes qui ont souvent été mises en avant par la science-fiction, c'est-à-dire le numérique, qu'est-ce que ça va donner dans notre société, qu'est-ce que ça nous apporte, et en même temps, quels sont les dangers qui sont contenus par les formidables avancées que ça propose. Oui, je parlerais plutôt effectivement d'anticipation dans le sens où c'est un constat qui est fait plus sur les nouvelles technologies globalement, notamment par exemple sur le cloud, sur le fait de s'en remettre. Comment nous aujourd'hui, au point de vue de la mémoire, on s'en remet à des éléments extérieurs, quoi. On extériorise notre propre mémoire dans beaucoup de cas, parce qu'on confie des photos à des supports numériques, on confie maintenant nos souvenirs, etc. Donc moi je suis parti d'un certain nombre de constats comme ça, et j'ai essayé de voir déjà sur le constat du quotidien quels sont les inconvénients qui sont inévitables. Je veux dire, c'est comme l'invention du feu, il y a quelque chose de formidable et de positif, et puis en même temps, ça brûle quand même. En même temps, ça brûle, quoi. Et donc toute technologie, toute avancée est là. C'est important de s'interroger aussi là-dessus. Donc ça, c'était une façon de s'interroger. Ce sont 4 nouvelles qui sont reliées les unes. Elles peuvent se lire tout à fait indépendamment, mais elles sont reliées les unes aux autres. Et on a un fil conducteur. Ce fil conducteur, c'est un lieu. C'est un lieu qui s'appelle d'abord le George O. C'est un bar. Et qui devient ensuite un squat qui s'appelle le George Orwell. Et qui petit à petit, enfin c'est le fil conducteur des 4 nouvelles, c'est ce lieu. Et sur lequel plane l'ombre de George Orwell avec son 1984. Très bien. Et donc ça, on le retrouve dans les collections édition Thierry Magnier. C'est chez Thierry Magnier, c'est une collection de nouvelles qui est dirigée par un auteur qui s'appelle Michael Olivier. C'est un auteur de romans, c'est un auteur aussi de scénarios, de films et de télé, et qui dirige cette nouvelle de main de maître, je dois dire. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Merci Patrice. Merci beaucoup, et puis bonne continuation. Merci.